Oui, effectivement, les pactes étaient créés pour lutter contre le taudis, propagande et action contre le taudis. C'est ça que ça veut dire pacte au départ. Aujourd'hui, en fait, vous avez une structure par département qui s'occupe de bien autre chose que du taudis, mais toujours aussi du taudis, et notamment qui réalise en Aquitaine 2500 adaptations du logement au vieillissement par an. C'est-à-dire que, en gros, si j'ai fait les calculs d'après les chiffres de Michel Delaunay, vous vivez 30 ans de retraite, il y a à peu près 420 000 personnes âgées qui doivent adapter leur logement en Aquitaine. Et donc vous avez une chance sur 3 de nous rencontrer au cours de votre retraite pour adapter votre logement. L'adaptation du logement, c'est l'adaptation d'un processus complexe. Quand on parle du logement, on parle effectivement, Madame l'a très bien fait tout à l'heure, à la fois du contenu de l'habitat, à la fois de l'extérieur et à la fois du territoire. Et ce process complexe fait que on doit en permanence avoir un processus itératif pour pouvoir le traiter. Donc ce processus itératif, c'est de prendre en compte 3 grandes dimensions qui sont la personne, qui sont l'habitat et qui sont le territoire. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'adapter au quotidien le logement des personnes sur des cibles qui sont très différentes. On parlait de ces 30 années de vie à la retraite. Elles sont découpées en Angleterre en 3 parties. La partie des jeunes vieux, des young oldest, des vieux moyens ou médians, des middle, et des vieux, les oldest old. Et effectivement, quand on a ces 3 catégories de clients en face de nous, on a des populations qui sont en demande très différentes. On fait pour la première catégorie de la prévention, on fait pour la deuxième catégorie de l'adaptation partielle, et on fait pour la troisième catégorie de l'adaptation totale, voire de l'accompagnement à un autre parcours résidentiel. Accompagnement à un autre parcours résidentiel, c'est quelquefois, il faut penser que son logement peut devenir un piège, un danger, et non plus un repère au sens de la tanière de l'animal que nous sommes, quelque part. Donc, si vous voulez, ce processus itératif, il faut qu'en permanence, il tourne autour de ces 3 notions. Nous, ce que nous mettons en place, en fait un processus d'accompagnement de A à Z auprès de toutes les personnes qui le demandent. Cet accompagnement de A à Z, c'est d'une part se rendre à domicile. Michel Delaunay parlait tout à l'heure de la tablette. La tablette, c'est bien, mais l'activité humaine n'est pas non plus remplaçable en totalité. Et pourquoi nous nous rendons à domicile? Tout simplement parce que chaque personne est unique et chaque habitat est unique. Et donc nous devons adapter en permanence le process. Donc nous nous rendons à domicile et nous accompagnons le traitement de l'habitat de façon accompagnée du début de la réflexion jusqu'à la fin. Et la fin, c'est quoi? C'est l'usage quotidien des travaux. Des travaux qui ont été faits pour adapter le logement. Donc nous avons mis en œuvre un certain nombre de process, et nous avons mis en œuvre à partir de ces process d'adaptation et de maintien à domicile des personnes. Quand vous voyez 2500 ménages par an sur l'Aquitaine, donc 1% des résidences principales, vous commencez à réfléchir à d'autres solutions. Et nous avons essayé d'adapter en permanence des solutions qui allaient au-delà de l'adaptation technique ou technologique de l'habitat et qui dépassaient les frontières du logement pour aller sur les extérieurs, sur donc l'accessibilité bien sûr, sur le territoire aussi, pour composer ce qu'on souhaite peut-être presque tous, c'est une nouvelle forme de maison de retraite. Aujourd'hui encore, c'est vous qui allez en maison de retraite et vous irez en maison de retraite. Nous, ce que nous essayons de réfléchir comme concept, c'est que la maison de retraite vienne chez vous, ou vienne chez nous. Et en fait, quand vous réfléchissez à la façon dont vous voulez vieillir dans un grand âge, vous n'avez pas trop envie, et vous allez retarder au maximum l'entrée dans une maison de retraite
aussi belle soit-elle, et aussi adaptée soit-elle, et aussi personnalisée soit-elle. Donc nous avons réfléchi à tous ces systèmes-là et avons essayé de proposer un certain nombre d'actions. Première action qui nous paraissait simple mais qui n'existait pas, c'est l'action d'une bourse de logement adapté sur les territoires. Cette bourse de logement adapté, elle s'appelle Adalogie. En Aquitaine, elle est présente sur 3 départements, donc la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Pas encore sur 2 autres départements, mais on espère qu'en Dordogne et en Lot-et-Garonne, on arrivera à le faire. Adalogie, c'est quoi? C'est tout simplement permettre à tout un chacun de chercher sur son territoire un logement qui est adapté et qui existe déjà en cas de besoin. Ce logement, il peut être sur différents supports, des supports d'habitat social. Là, ce sont des gros fournisseurs de logements, mais aussi des supports d'habitat privé. Et si l'un et l'autre n'existent pas, à ce moment-là, on peut penser éventuellement à en créer. Deuxième système que nous avons essayé d'inventer, c'est un système qu'on appelle ADAP. ADAP, c'est quoi? C'est tout simplement essayer de réfléchir à la façon dont tout un chacun peut adapter son espace de vie. Et quand je parle de tout un chacun peut adapter son espace de vie, c'est pas tout un chacun vieux, c'est tout un chacun vivant dans un territoire. Un exemple, si vous êtes dentiste, et si vous avez 3 marches, et que vous avez des personnes qui vieillissent ou qui sont handicapées, eh ben, ces personnes handicapées ne pourront plus accéder à votre service, aussi bon dentiste soyez-vous, sur le territoire. Donc ce système ADAPT, c'est tout simplement à la fois répondre à l'exigence d'accessibilité de 2015, mais c'est aussi répondre à développer l'accessibilité au-delà des seuls besoins nécessités par les personnes qui en ont l'usage immédiat. Donc essayer d'adapter en permanence la ville, le village à de l'accessibilité. Autrefois, il y avait une procédure qui s'appelait les contrats locaux de soutien à domicile. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais les contrats locaux de soutien à domicile, c'était assez intelligent et assez précurseur. Malheureusement, ça s'est arrêté à un moment donné. Mais je me demande si la région ne devrait pas reprendre cette idée à son compte. Les contrats locaux de soutien à domicile, c'est poser sur un territoire habitat les conditions d'un soutien à domicile pertinent. C'est essayer de réfléchir à partir d'un territoire donné à l'adaptation permanente des conditions d'habitat des populations qui y résident. Je prends 2 exemples. On a un premier exemple que nous a donné tout à l'heure Madame, qui est l'exemple du petit bourg rural qui a du mal à penser le parcours résidentiel de ses habitants vieux d'une façon chaînée et d'une façon adaptée. Le contrat local de soutien à domicile, pour en avoir réalisé dans plusieurs secteurs, est tout à fait intelligent pour ça. Je prends un autre exemple qui est peut-être plus oublié. Les lotissements des années 60-70 qui ont été construits donc il y a 40 et 50 ans maintenant, sont bourrés de personnes âgées. J'ai fait pour l'agglomération du Grand Nancy une étude sur le vieillissement des zones de lotissement des années 60 à 70 dans le Grand Nancy. Et vous avez des secteurs de ville qui sont à 85% occupés par des personnes de plus de 80 ans. C'est très intéressant ça. C'est un objet urbain et un objet d'habitat qu'on voit tous les jours, on passe devant tous les jours, et c'est un objet habitat et un objet urbain qui vont poser problème aujourd'hui sur des questions tout simplement d'inadaptation de l'habitat, mais aussi de l'accès et de l'accessibilité, et qui vont devoir muter de façon souvent violente dans les prochaines années. Donc voilà pourquoi on a essayé de réfléchir à cette notion d'ADAP. On a aussi, là, non pas fait que réfléchir, mais aussi agi, et on a créé ce qu'on appelle des domiciles regroupés. Des domiciles regroupés, ce sont des petites unités de vie de moins de 10 logements. Alors pourquoi moins de 10 logements? Parce qu'à plus de 10 logements, vous avez des gens qui font ça très bien, et qui s'appellent les organismes d'habitat social, ou les promoteurs privés. Nous, moins de 10 logements, tout simplement parce qu'on essaye de créer des unités qui sont de 6 à 8 logements, et qui sont toutes autour d'une pièce commune. Cette pièce commune, bien sûr, le coût en est intégré au loyer,
Mais ces habitats groupés accueillent en fait une visite d'une personne par semaine. Donc nous visitons chaque habitat groupé une fois par semaine, une demi-journée pour voir si les personnes sont bien. Et les personnes peuvent avoir l'usage de cette pièce de regroupement au quotidien pour soit accueillir des services, soit accueillir des animations, soit accueillir des gens aussi qui viennent déjeuner par exemple, etc. Et ces domiciles regroupés, nous essayons de les mettre en place dans toutes les zones de proximité. Nous venons d'ouvrir, pour vous donner un exemple, un domicile à Donzac. Donzac, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une commune des Landes qui a fait à peu près 2000 habitants. Donc la commune nous a confié un bâtiment en bail à réhabilitation et nous avons fait 6 logements. Les logements, nous essayons de les faire de plus de 30 mètres carrés, de façon à ce que les personnes, si elles y viennent, puissent trouver suffisamment d'espace pour mettre un certain nombre de meubles. Et ces logements, nous avions quelques craintes éventuellement pour les remplir. Et nous avons eu plus de 38 demandes de locataires potentiels qui étaient essentiellement en fait des habitants de Donzac et des communes alentours qui voulaient tout simplement vieillir chez elles. Et chez elles, ça prenait un sens plus large que le seul logement. Chez elles, c'était le canton, en gros, le bourg-centre, l'endroit où elles étaient en relation de proximité avec des gens. Et donc cette notion de domicile regroupé, c'est une notion qui est à la fois rurale pour l'organisation justement de l'intercommunalité autour d'un domicile regroupé, mais qui est tout à fait urbaine. Je reprends mon exemple de lotissement des années 60. À un moment donné, ces personnes de 80 ans, elles vont peut-être être contentes de trouver à proximité de leur lieu de vie des domiciles regroupés qui leur permettent de ne pas partir de leur lotissement où elles ont sans doute quelques attaches encore. Enfin, nous essayons de travailler bien sûr tout ce qui est domotique et cognitique, domotique et cognitique qui sont à utiliser, j'allais dire, avec modération. C'est-à-dire que faire un logement complètement domotisé, c'est vachement bien, mais peut-être que ça ne correspond pas du tout à la capacité que la personne a de réapproprier son logement et de réutiliser son logement au quotidien. Donc nous, ce que nous essayons de mettre en place en termes de domotique et de cognitique, c'est de l'adaptation permanente à la demande des gens. Mais il est vrai que, par exemple, un travail d'installation d'un écran tactile dans une cuisine est sans doute quelque chose d'assez intelligent, parce que tout simplement, un écran tactile aujourd'hui, c'est quelque chose qui est aussi intéressant qu'un bloc-notes, un face-à-face avec Skype pour ses petits-enfants, un face-à-face avec un service lambda, etc. Donc pourquoi pas l'utiliser, et l'installer et le mettre en œuvre, sous réserve bien sûr que la personne soit accompagnée pour son utilisation. Pour finir, alors on avait plein de diapos, mais qui étaient des diapos d'illustration, donc c'était pas un texte, c'est pas grave, vous les verrez pas. Nous on a un certain nombre de questions par rapport à notre travail au quotidien. Ces questions par rapport à notre travail au quotidien, c'est essayer de simplifier la complexité. Il y a la CARSAT, je ne sais pas si vous connaissez la CARSAT, j'espère que oui, donc qui est la caisse de retraite des gens qui sont salariés, qui a dématérialisé la totalité de son service d'appui et de soutien à domicile, ce qui fait que la personne n'a pas à ressaisir avec un dossier administratif la totalité de ses données, et donc nous pouvons travailler sans avoir toute la lourdeur administrative avec la CARSAT, de façon intelligente, à savoir l'évaluateur qui constate un handicap ou qui fait un girage pour les personnes, va nous transmettre le dossier et nous allons transmettre un dossier adaptation travaux et adaptation ou maintien à domicile en direct à la CARSAT qui va le traiter de manière informatique. Cette dématérialisation complète de l'acte d'adapter le logement au vieillissement est complètement intelligente et on espère que bien d'autres organismes, et y compris par exemple l'État,
qui finance le maintien à domicile avec l'Agence nationale de l'habitat, puisse dématérialiser là aussi son système pour ne serait-ce que faire gagner du temps, de l'argent et trouver des marges de manœuvre intelligentes. Le deuxième point, c'est nous sollicitons vraiment les élus pour qu'il y ait une vraie réflexion de fond sur l'adaptation du territoire au vieillissement. Ce que Madame disait tout à l'heure en évoquant la démarche d'un certain nombre de promoteurs sur 10 communes différentes pour installer le même objet résulte tout simplement d'un manque de réflexion de la notion du vieillissement adapté au territoire ou du territoire adapté au vieillissement. Cette interface entre territoire et vieillissement est très importante. On a tous envie, on dit dans notre jargon qu'on ne bouge pas les vieux meubles, ou alors qu'il ne faut pas bouger les vieux meubles. Eh bien, on a tous envie, en fait, à partir du moment où on va commencer à vieillir, d'avoir nos repères, REPE, RES, et nos repères REPAI, RES, qui ne changent pas forcément aussi fréquemment qu'on le souhaite. Donc, penser le territoire et le vieillissement, ça c'est important. Concevoir autrement aussi les parcours résidentiels. Nous avons 2 expériences qui sont tout à fait intéressantes. Ces 2 expériences qui ne sont pas en Aquitaine, qui sont dans la région centre, où nous avons créé en fait des unités d'hébergement temporaire spécifiques. Les unités d'hébergement temporaire sont complètement l'inverse des places d'hébergement temporaire dans les EHPAD et dans les maisons de retraite. Les places d'hébergement temporaire sont des places qui permettent effectivement d'accueillir des gens qui sont en situation de fragilité ou en situation de test de la maison de retraite dans lequel ils veulent résider plus tard. Ce sont des objets utiles, mais ce n'est pas suffisant. L'espace d'hébergement d'habitat temporaire, c'est tout simplement accueillir la fragilité temporaire liée au vieillissement. Un exemple très simple, vous avez un papy qui fait du vélo tous les jours pour aller au marché, un jour il va louper la pédale et il va tomber sur la route. Il va se casser une jambe et il vit tout seul. La question de l'hospitalisation à domicile va se poser. S'il a un logement qui n'est pas adapté, on va tout de suite chercher à le placer en hébergement, alors qu'il pourrait très bien, une fois que sa jambe est réparée, retourner à son domicile. L'habitat temporaire, l'hébergement temporaire, fait ce genre de service. Autre chose aussi, par exemple, quand vous avez une personne qui vit avec sa famille, la famille, les aidants, ce qu'on appelle les aidants, ils ont besoin de souffler de temps en temps. Et je ne sais pas si vous avez eu, vous, à charge des personnes très âgées, mais les personnes très âgées, quand vous les avez 330 jours par an, eh bien, vous avez envie de passer 22 jours par an ailleurs que en accompagnement de la personne très âgée. L'hébergement temporaire, c'est aussi quelque chose qui permet de résoudre ça. Donc, si vous voulez, tout ça fait que nous espérons et nous militons pour des petites unités d'hébergement temporaire. Les unités d'hébergement temporaire que nous avons créées en France sont des unités de 18 chambres. Et nous espérons que nous ne dépassions pas ce seuil-là, tout simplement parce que nous pensons que cette notion de 18 chambres, 18 studios, est une notion qui est une notion de bonne échelle. Enfin, un souhait qui est un souhait, je pense, partagé maintenant par la société. Vous savez que seuls les vivants meurent, et donc la question de la mort à un moment donné va se poser dans nos sociétés, et elle se pose déjà. Et plutôt que de l'externaliser en permanence, c'est-à-dire la mort, c'est en fait un séjour relativement bref à l'hôpital et ensuite au cimetière, un séjour plus long au cimetière, c'est essayer de penser justement que la mort doit réintégrer la question du vieillissement à part entière pour nous permettre tout simplement de penser le vieillissement autrement. Et penser le vieillissement autrement, c'est penser aussi la mort autrement, et c'est renvoyer aussi là sur le territoire. Je ne sais pas si vous avez visité l'Europe du Nord, mais quand vous voyez les cimetières d'Europe du Nord et les cimetières qui sont les cimetières classiques de nos villes et de nos campagnes, ben vous pensez que la mort, justement, a quelque chose à dire à la vie, et ce quelque chose, c'est sans doute peut-être d'adapter les cimetières à une autre forme de configuration à l'heure actuelle que celle qui existe et qu'on vit depuis 100 ou 200 ans. Voilà. Merci, monsieur Leray. Alors, effectivement,
PowerPoint n'était pas passé pendant votre intervention, mais nous filmons, et donc nous enregistrons toutes les interventions et nous mettrons en ligne également votre PowerPoint si vous le souhaitez, bien sûr, il n'y aura pas de problème. Donc, voilà, ce que je voulais peut-être vous poser comme question, c'est, bon, vous travaillez forcément en lien avec la filière du BTP. Qu'est-ce que vous voudriez améliorer et peut-être comment pouvez-vous avoir besoin de nous, de la filière du BTP, donc au sens très large, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque nous regroupons toutes les professions de la filière, pour aller peut-être vers plus d'innovation, vers plus d'accompagnement dans vos travaux, quoi. Alors effectivement, en adaptant 2500 logements, on travaille très souvent avec les artisans, avec les architectes, etc. Ce sont des tout petits chantiers. Ce sont des chantiers de 10 000 euros en moyenne. Les architectes, ça les intéresse malheureusement pas assez. Malheureusement pas assez. Donc là, déjà, on pense qu'il faudrait qu'il y ait de vrais travaux de conception, de vrais efforts d'ingénierie, de réflexion là-dessus. On avait essayé il y a quelques années de travailler avec le Conseil de l'Ordre des architectes. On y était arrivé plus ou moins, et avec plus ou moins de bonheur dans certains départements. On aimerait avoir une vraie réflexion qui soit un petit peu innovante sur l'adaptation. On peut très certainement proposer justement la création d'un groupe de travail sur le sujet de l'adaptation du logement, le sujet que vous avez évoqué. On parle aussi par exemple de la cognitique. Une des grosses difficultés, c'est par exemple faire changer l'électroménager à des personnes vieillissantes. Cognitique et électroménager, ça vous dit rien, mais peut-être qu'on n'a pas besoin de mettre un écran suspendu à un mur, on a peut-être besoin d'avoir juste une porte de frigo qui soit branchée sur de l'électricité et qui est un écran tactile. Je sais pas, c'est une idée. Alors, ça existe déjà, il paraît, mais ça coûte très très cher. Et donc, on a besoin d'avoir des systèmes qui soient des systèmes, des fois, simples, mais très adaptés, très intelligents. Et enfin, on a besoin aussi d'avoir, mais là, on les trouve souvent, on travaille beaucoup avec la CAPEB et avec les chambres des métiers, on a besoin d'avoir des artisans qui comprennent ce que c'est que travailler en site occupé. Et un site occupé avec des personnes très âgées. Un site occupé avec des personnes très âgées, c'est par exemple, si vous déplacez un meuble, la personne âgée, elle ne pourra pas le remettre. Si vous voyez un vieux bouquet tout fané de fleurs sur un truc et que vous mettez une tache de peinture dessus, c'est peut-être la couronne de mariée de la dame. Et la couronne de mariée de la dame, elle y tient comme à la prunelle de ses yeux. C'est des choses comme ça. Et donc c'est aussi toujours en permanence humaniser en fait l'acte technique. Je pense que c'est intéressant de penser effectivement à un groupe de travail justement avec tous ces intervenants pour arriver à faire une synthèse et finalement peut-être un cahier des charges qui permettrait de vous accompagner. Voilà. Donc nous passons donc dans la continuité finalement du logement social avec Grégory Larcher donc, et Bérengère Rivière. On parle. Vous avez le PowerPoint et vous avez le télécommande, donc ouais. Là ça va peut-être marcher. Et donc je vous laisse simplement la parole. Ok. Donc bonjour à tous, Grégory Larcher, responsable du pôle social chez Logévie. Je vais faire une présentation très rapide de notre entreprise, notamment pour la situer par rapport au contexte de la journée d'aujourd'hui et notre spécificité qui est donc l'habitat et le logement des personnes âgées, des seniors. Donc rapidement, Logévie, c'est un bailleur social, je viens de le dire, donc membre des entreprises sociales pour l'habitat, filiale du groupe Alliance Territoire, ex-groupe Silso. Logévie a été créé en 1961, donc contexte d'urgence, reconstruction, France d'après-guerre, pour construire des logements sociaux pour les familles les plus défavorisées. J'arrive enfin à la personne âgée. En 1973, première construction, 4 établissements d'hébergement pour personnes âgées. Et aujourd'hui, nous en sommes à 70 EHPAD.
Ensuite, en 90, c'est le concept des résidences édilis, hein, des logements pour seniors qui intègrent des services à la personne. Aujourd'hui, ces résidences existent, mais ce sont des EHPAD, des établissements d'hébergement personnes âgées dépendantes. Et nous avons d'ailleurs en parallèle créé en 2007 une association qui s'appelle l'OGA et qui gère aujourd'hui ces EHPAD. En 2004, et là donc je quitte un peu les logements médicaux, les établissements médico-sociaux, les EHPAD, les EHPAD, pour arriver sur nos logements familiaux classiques, avec développement de résidences classiques familiales, mais totalement adaptées. Donc les logements sont totalement adaptés pour la personne âgée. Ce qui nous a poussé un peu, ce qui a induit une réflexion supplémentaire et décidé de créer donc des résidences intergénérationnelles. Tout simplement, c'était à l'époque et aujourd'hui encore une démarche très, très originale où il y avait des logements adaptés à la personne âgée, aux seniors, mais aussi des logements pour des jeunes, pour des familles. Donc c'était de jouer un peu sur la mixité sociale et surtout la mixité intergénération. Et du coup, encore en réflexion, aujourd'hui, nous sommes arrivés sur ces résidences intergénérationnelles à rajouter une thématique. Donc la prochaine, mais Monsieur Rivière vous en parlera un peu plus, c'est la résidence Concerto sur la thématique musique. Donc l'OGV, c'est 80 collaborateurs, 7000 logements, dont la moitié dédiés aux personnes âgées, et à noter, 56% de nos locataires ont plus de 60 ans. Donc notre offre de logement, d'une part des établissements médico-sociaux, j'en ai parlé, construction de 70 EHPAD et de 8 EHPAD. Et dans notre parc de logements social, familial classique, l'OGV propose 318 logements adaptés dès l'origine, dès la conception, des logements neufs. Et donc, du coup, je laisse la parole à mon collègue Bérangère Rivière. Bérangère Rivière, monteur d'opération au sein de l'OGV. Je vais vous parler donc du logement neuf adapté à la longévité. On va adapter aussi le vocabulaire. Donc le logement neuf adapté à la longévité, c'est des équipements avant tout prévus pour permettre aux personnes âgées de rester plus longtemps possible dans leur logement. Des équipements relativement simples mais qui ont toute leur importance. Volets roulants électriques, douche de plein pied, barre de maintien, des adaptations aussi des hauteurs de prise, d'interrupteurs, des entrebâilleurs sur les portes, éventuellement sur les fenêtres qui sont accessibles depuis l'extérieur, et un chemin lumineux pour accéder de la chambre aux toilettes la nuit. Les conceptions et les réflexions en fait, qui doivent être intégrées dans les conceptions de ce type de logement aussi sont l'importance du confort thermique d'été, notamment dans nos régions. On essaye aussi, tant que faire se peut, d'agencer le logement de façon à permettre de réserver un mur pour amener un meuble de taille conséquente, ou plusieurs si ça l'est possible. Accès extérieur aussi facilité, balcon, petit jardinet ou partie commune accueillante. Ce que je vous propose, c'est de regarder un petit film qui a été réalisé sur 2 de nos résidences pour illustrer un peu mes propos. Présentait donc nos logements intergénérationnels adaptés. Ce qui était intéressant, c'était donc notamment les témoignages de nos résidents, mais il y avait une intervention du professeur Dartigue. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, et qui est très intéressant parce qu'il nous a beaucoup aidé, notamment dans la conception de ces logements, et il intervient dans le film. Ce n'est pas grave, donc je relaisse la parole. On reviendra peut-être dessus. Alors, une résidence intergénérationnelle, et on l'a évoqué à plusieurs reprises ce matin pour les logements pour personnes âgées. Effectivement, ce n'est pas seulement un logement adapté, c'est une localisation aussi, service à la personne, service de proximité, accessibilité en transport en commun pour maintenir effectivement le maximum l'autonomie aux personnes vieillissantes. La notion d'espace commun également pour favoriser le lien social est très importante dans ces résidences, et nous avons développé ce thème au maximum effectivement dans le cadre des locaux communs qui sont prévus aujourd'hui dans les résidences intergénérationnelles thématiques. Concerto, donc, qui est une résidence intergénérationnelle sur le thème de la musique qui sortira l'année prochaine. 3 salles communes en fait sont dédiées à ce thème. De la musique amplifiée en passant par la musique acoustique jusqu'à une salle pour l'échange entre les résidents autour de la musique.
l'objectif, une fois de plus, ici, pour nous, c'est de créer du lien social intergénérationnel, et là, autour d'une activité propice à l'expression de soi-même et à la création de projets collectifs. Dans le cadre de cette résidence, 2 innovations en termes de logement également pour rompre l'isolement des personnes âgées. Le T2 senior évolutif qui prévoit donc dans le salon une cloison pour permettre de créer une chambre d'appoint pour accueillir soit un aidant, soit une personne de la famille ponctuellement. Et le T3 senior colocation qui a pour but donc de faire cohabiter 2 personnes âgées ensemble, donc en partageant le salon, le séjour et la cuisine, et d'avoir un espace d'intimité correspondant donc à la chambre et à la salle d'eau, donc ayant chacun leur espace personnel et adapté. L'autre axe majeur de développement pour l'OGV vis-à-vis des personnes âgées, c'est un programme ambitieux de réhabilitation de nos EHPAD, ambitieux à plusieurs titres, en termes quantitatifs, puisque 5 à 7 réhabilitations, grosses réhabilitations vont avoir lieu dans les années à venir. En termes qualitatifs, pour nous, l'objectif, c'est de penser la résidence globalement, tout en répondant à des problématiques individuelles pour chaque personne âgée. On est en train actuellement de tester le réaménagement des logements pour les personnes âgées, dans le cadre d'un logement pilote. Outre le réaménagement, on est en train de tester aussi des pistes d'équipement de demain, donc des solutions en matière d'innovation technologique, et ce avec 2 entreprises, l'entreprise Orange et l'entreprise Legrand. Je repasse la parole à mon collègue pour toute la partie d'adaptation des logements dans le patrimoine ancien. Okay, merci. Donc effectivement, d'adaptation des logements, Bérangère en a parlé dès la conception, dès l'origine, dans le logement neuf. Également, les réhabilitations, tu en as parlé sur nos établissements d'hébergement personnes âgées, mais nous faisons aussi, et là les bailleurs présents aujourd'hui le font également, l'adaptation des logements en site occupé, l'adaptation sur mesure, je dirais, suite à une demande. Par contre, la spécificité, c'est que nous avons vraiment adapté nos pratiques et nos process, nos méthodes, en mettant la personne âgée au cœur du processus. Donc, on reçoit une demande, tout simplement, mais plutôt que d'envoyer une entreprise, effectuer un devis et renvoyer l'entreprise pour enlever la baignoire et mettre une douche à l'italienne, bac extra plat, il y a vraiment tout un processus où nous avons mis en place un interlocuteur privilégié pour la personne âgée tout au long des étapes d'adaptation qui rassure beaucoup la personne âgée. Donc c'est une référente, une coordinatrice sociale. Ça, c'est très important pour la personne âgée. Ensuite, nous avons des entreprises référentes. Ça, c'est très important. C'est des entreprises que nous avons choisies au fil des années, et nous travaillons exclusivement avec les mêmes entreprises pour l'adaptation des logements. Ce sont des entreprises qui ont été formées, sensibilisées à ce type de public, notamment des entreprises très rapides, efficaces et qui savent communiquer et parler et échanger avec la personne âgée. C'est vraiment très 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 important de former ses partenaires et ses équipes en interne à la personne âgée. Ensuite, nous avons su créer des partenariats. De toute façon, des partenariats, les bailleurs en ont avec la MDPH pour tout ce qui est cofinancement des adaptations, mais aussi le JIHP, par exemple, pour tout ce qui est préconisation d'adaptation avec des ergothérapeutes. Ce qui est important, donc, c'est que nous ne sommes pas là sur cette partie comment je pourrais dire ça, pour changer tout l'environnement de la personne âgée. C'est vraiment du sur-mesure. Voilà, ça c'est très important parce que la personne âgée résiste au changement et est très inquiète. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que la personne âgée est vraiment au cœur de notre processus avec une référente, et du coup cette référente fait un accompagnement individualisé. Dès la réception de la demande, cette coordinatrice sociale va directement dans le logement, donc pour analyser le besoin, pour être sûr qu'il n'y a pas autre chose à ajouter en termes d'adaptation. Si l'adaptation devient plus complexe que ce qu'on imaginait, on retourne une deuxième fois avec un ergothérapeute, généralement du GIHP. Donc ça fait déjà 2 visites. Ensuite, nous retournons une 3e fois avec l'entreprise, donc, comme je disais tout à l'heure, qui est partenaire, qui est habitué aux seniors, à ce public.
C'est important car à ce moment-là, nous présentons la personne âgée à l'entreprise, mais surtout l'entreprise à la personne âgée pour la rassurer. Et à chaque rendez-vous sur site, il y a toujours notre référent unique qui rassure vraiment la personne âgée, j'insiste là-dessus. Donc suite à la visite avec l'entreprise qui est quand même la troisième, c'est quand même vraiment toujours la personne âgée au cœur du processus. Les travaux ont lieu et donc là les travaux se passent généralement très très bien suite vraiment au choix des entreprises. J'insiste, c'est vraiment très très important, des entreprises vraiment qui ont cette sensibilité à la personne âgée. Nous faisons donc une quatrième et dernière visite de réception des travaux classique, mais qui nous permet aussi de passer une petite enquête de satisfaction. Alors enquête de satisfaction, c'est un grand terme, c'est 3-4 questions. La première, savoir si l'adaptation correspond bien à son besoin. Là, oui, généralement, il n'y a aucun problème. Mais c'est surtout les questions de la relation avec l'entreprise, ce qui nous permet de nous conforter dans le choix de l'entreprise. Et enfin, nous faisons un repérage, donc ça c'est en interne chez nous, sur notre logiciel professionnel, qui permet de noter les éléments de confort qui ont été ajoutés, les adaptations réalisées dans le logement, tout simplement pour permettre après, lors d'un état des lieux de sortie, de recommercialiser le bon logement à la bonne personne. Les différents types d'adaptation, mais Bérangère en a parlé tout à l'heure dans le neuf, nous aussi forcément dans le patrimoine d'existence, ce sont toujours un peu les mêmes travaux qui reviennent, et notamment les plus grosses demandes, c'est les changements de baignoire en douche extra plat, autorisation des volets roulants, barres de maintien, etc., etc. Quelques photos classiques d'adaptation avec des barres d'appui, des douches, etc. pour dire que nous faisons dans le logement, mais nous faisons aussi en extérieur l'accessibilité au logement. Donc on adapte le logement, mais nous faisons aussi l'accessibilité au logement. Donc c'est vraiment l'environnement très proche du logement. Ça peut être une barre de maintien, marquage de place handicapée ou senior, arrêt senior minute. Ça peut être aussi des cheminements spécifiques pour les personnes à mobilité réduite. J'ai essayé de faire au plus vite. Je repasse Bérangère Rivière pour une petite conclusion. Allez-y. Alors, pour conclure cette présentation et faire le lien un peu avec la journée d'aujourd'hui, pour nous, ce qui est important à un acteur du logement de la personne âgée comme l'OGV, c'est que nos partenaires soient le plus sensibilisés possible au vieillissement et à la longévité. Comme on l'a vu, il faut adapter sa communication, être à l'écoute des personnes âgées. Et pour ce faire, il n'est pas inutile d'avoir des programmes de formation assez poussés. Il faut savoir qu'à l'OGV, à tous les niveaux, cette attention particulière est développée. Ça fait vraiment partie de la culture de notre entreprise. Pour s'adapter aussi à ce public fragile, outre un comportement approprié, il est important que l'intervention se passe vite et bien. Alors vous allez me dire, comme dans tous les chantiers en l'occurrence, mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop bousculer les habitudes, donc il faut bien définir les périodes d'intervention, qu'elles soient les plus courtes possibles, éviter les passages multiples, ne pas laisser de traces. Toute modification en fait, des habitudes peuvent être mal vécues par ces personnes. L'innovation, on en a parlé beaucoup depuis le début de matinée, est un élément important pour aider nos aînés à bien vieillir, à anticiper les besoins à venir, mais cela ne passe pas forcément de notre point de vue par des technologies trop complexes. Il faut être simple, pragmatique et penser avant toute chose à l'utilisateur. L'innovation aussi, puisqu'on a parlé nous beaucoup du logement, mais elle ne passe pas uniquement par le logement, ça doit être une démarche globale, apporter en fait des solutions du logement jusqu'à l'espace public y compris. L'objectif est effectivement de permettre de maintenir l'autonomie au maximum, source de vie et de bien-être. Merci en tout cas à tous les deux. Je pense que le sujet, est-ce que vous arrivez à estimer ou à donner finalement un chiffre pour donner l'importance du nombre de logements finalement qui sont adaptés pour la mobilité, pour les personnes âgées. Qu'est-ce que ça représente finalement comme marché pour vous? Moi, je vais répondre un peu de manière générale, beaucoup, parce qu'on l'a vu dans les chiffres que Grégory a présentés tout à l'heure,
un patrimoine effectivement avec des personnes de plus en plus âgées. Donc le temps avançant, effectivement, les demandes sont de plus en plus nombreuses. C'est pour ça aussi qu'on anticipe dans le neuf, et c'est la partie que je connais le mieux, en prévoyant effectivement des programmes qui sont adaptés dès le départ et qui peuvent, comme monsieur le disait, hein, qui peuvent évoluer dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne prévoit pas forcément tout de suite une douche extra plate ou une douche voilà, accessible, mais on va prévoir une baignoire avec un siphon de sol qui permettra dans quelques années de passer à la douche extra plate. Voilà, c'est un exemple assez simple. Donc c'est un marché qui est très important. Définitivement. Ça, c'est clair. Et alors, il demande finalement par rapport aux entreprises qui interviennent avec vous dans ces logements, beaucoup de méthodologie et beaucoup de sensibilité. Vous parliez de sensibilité et de respect finalement des personnes qui occupent ces logements, qui sont un peu réticentes au changement, mais on l'est tous. Oui. Donc quand on est un peu plus âgé, on l'est encore davantage, c'est évident. Donc que faites-vous avec les entreprises justement Alors, vous en avez un peu parlé, mais... tout à fait. Donc, en fait, alors, par rapport aux réhabilitations que tu vas lancer dans nos établissements d'hébergement personnes âgées, dans nos EHPAD, les entreprises seront sensibilisées, forcément. Donc, on a des petits documents que nous remettons aux entreprises. On accueille leurs équipes de terrain pour pouvoir les sensibiliser, leur expliquer la personne âgée, le senior, pour que ces réhabilitations se passent bien, parce que ça va être compliqué, parce que la réhabilitation des logements en EHPAD, c'est quand même 2 déménagements pour la personne âgée. Elle sort de son logement, on appelle ça du logement tiroir hein, chez nous, dans un autre logement que nous avons laissé vacant pour l'opération. Les entreprises interviennent, nous relongeons ensuite la personne âgée, et donc il y a tout un accompagnement, et les personnes âgées voient les entreprises passer. Et donc c'est très important. Donc nous sensibilisons les entreprises, les équipes de ces entreprises-là. Donc ça c'est pour les réhabilitations. Pour ce qui concerne l'adaptation des logements dans le patrimoine existant, ça s'est fait vraiment au fil des années parce que donc l'adaptation des logements, ça fait plus de 10 ans là, chez nous, et ce sont des entreprises avec lesquelles nous travaillons depuis des années et qui sont vraiment sensibilisées à ces personnes-là. Donc nous, on leur conseille, et certaines l'ont fait, d'aller vraiment aussi se former. Donc je regarde les entreprises de la filière BTP, dans la silver economy, il va être très important de se former à ce public-là.